Il y a 2 ans de cela, j'ai eu envie de me lancer dans une nouvelle aventure qui est de me lancer dans une mobilité pendant mon doctorat. Bien évidemment, c'était avant la pandémie et tous les problèmes qu'il y a eu. En plus, j'ai fait le choix de choisir le Royaume-Uni, merci le Brexit. Donc je vous emmène avec moi pour vous raconter un peu mon expérience, comment ça s'est passé, et j'espère que cette vidéo vous sera très utile. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Bien dans ma thèse. Alors ça y est, je suis enfin arrivée au Royaume-Uni. Quelle aventure mes amis! J'ai cru que je n'allais jamais arriver, hein. Comme vous avez pu le voir sur mes réseaux sociaux, voilà, c'était un peu compliqué. Mais dans cette vidéo, je vais vous parler donc de ma mobilité, puisque ça y est, je peux enfin vous en parler maintenant que j'y suis. Voilà, je voulais pas sortir cette vidéo avant d'être sur diète, parce que vraiment, toutes les semaines, j'ai cru que j'allais partir, et puis que j'allais pas partir, et partir, et pas partir, et partir, et pas partir. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai voulu faire une mobilité pendant ma thèse. Donc à savoir que moi je n'ai pas du tout un contrat en co-tutelle, donc c'est-à-dire que je n'ai pas une entente entre deux universités dans deux pays différents. Je vais également vous parler de comment faire une mobilité, quelles sont les aides que vous pouvez demander, quelles sont les ressources auxquelles vous pouvez prétendre et qu'on ne sait pas toujours. Et ensuite je vais vous parler un peu de l'expérience Covid, Brexit pour rentrer au Royaume-Uni, parce que ça c'était quand même une galère. Avant de commencer cette vidéo, je voulais sincèrement vous remercier parce qu'on a dépassé les 4000 abonnés sur Twitter, on est plus de 1200 sur LinkedIn je crois, sur Instagram vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux, merci. En tout cas si c'est pas encore fait, abonnez-vous. J'espère pouvoir vous sortir des podcasts anglais, ça ce serait vraiment mon goal, j'aimerais beaucoup, ça pourrait être vraiment sympa. Concernant la prochaine émission, je vous donnerai la date d'émission très prochainement, j'ai dû la décaler parce que je vais vous raconter dans la vidéo mais c'était très compliqué. Et si vous pensez que cette vidéo peut être utile pour des gens que vous connaissez dans un doctorat qui voudraient potentiellement faire une mobilité mais qui savent pas comment s'y prendre, n'hésitez pas à partager la vidéo et n'hésitez pas également à poser toutes vos questions dans les commentaires, j'y répondrai. Alors pourquoi j'ai décidé de faire une mobilité? Tout a commencé en première année, donc c'était il y a très longtemps, hein, très longtemps. J'ai l'impression que c'était il y a des années, hein, donc avant le Covid, etc. C'était 8 mois après le début de ma thèse. Un jour, j'étais avec mon directeur de thèse, on rentrait d'une conférence en Italie et je lui avais dit dans la voiture, dis-moi, est-ce que tu penses que c'est possible de partir 2-3 mois dans un pays étranger pour améliorer ma langue et puis pour avoir une expérience à l'étranger? Parce que moi personnellement, à part mes 2 premières années d'études en Suisse, je n'ai jamais fait Erasmus, etc. J'étais pas en école d'ingénieur, donc j'ai pas eu d'échange de longue date dans un autre pays. Et donc ça m'intéressait un peu, voilà, de challenger, et pendant le doctorat je pensais que c'était une bonne idée. Vu que j'avais demandé ça en première année, je pensais vraiment partir en deuxième année, juste 2-3 mois et voilà. Et donc mon chef m'a dit bah oui carrément, si t'es motivé, fonce, je te soutiendrai, etc. Donc c'est parti de là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire une mobilité, quand vos thèses ne sont pas en co-tutelle, et ben vous avez plein de solutions. Vous avez plein de solutions, mais on ne le sait pas forcément parce que soit les directeurs de thèse ne communiquent pas vraiment dessus, ou carrément les laboratoires ou les écoles doctorales, mais vous avez plein de possibilités. Alors tout d'abord, il faut savoir que l'école doctorale, normalement dans la plus grande majorité, dispose d'un budget qu'elle alloue vraiment pour les mobilités des doctorants. Dans un premier temps, c'est pour aider les doctorants qui ont des contrats plutôt ministériels, etc. pour partir en conférence, pour partir en summer school, ce genre de choses. Mais il est également possible, avec ces bourses, de demander des mobilités. Donc par exemple, l'école doctorale va pouvoir prendre en charge vos billets d'avion, d'autres dépenses. Après, ça dépend vraiment de l'école doctorale. Mais il faut savoir que l'école doctorale dispose d'un budget et que chaque année,
ils doivent écouler ce budget. Tout ce qu'ils n'auront pas écoulé sera remis dans l'université, donc c'est un peu dommage. Donc je sais que par exemple nous, notre école doctorale fait un peu du forcing pour envoyer des mails et dire voilà, il y a ce budget là, donc n'hésitez pas. Donc vraiment renseignez-vous auprès de l'école doctorale, ça c'est vraiment le premier acteur qui peut vous aider dans cette démarche. Ensuite, il y a aussi la possibilité d'avoir des bourses avec les IDEX. Donc les IDEX, c'est des organismes qui sont rattachés à des universités et qui ont normalement des budgets pour la mobilité des doctorants. Donc il se trouve que dans un premier temps, vous devez rentrer en contact avec l'école doctorale et qui eux connaissent souvent les IDEX, etc. Vous pouvez demander un supplément avec les IDEX. Je crois qu'il y a des IDEX un peu dans toutes les universités, il y a des IDEX plutôt privés, etc. Il faut se renseigner, il y en a dans tous les domaines. Ensuite, et ça j'insiste vraiment, c'est vraiment le truc qui m'a fait partir, il existe en fait des associations qui sont liées à vos domaines. Donc je m'explique, par exemple moi je travaille dans le domaine de la céramique et on a ce qui s'appelle donc l'association européenne de céramique, donc l'ICERS, et il y a un pôle Young, Young Ceramist Network, et ce pôle permet de financer également des mobilités. Donc en fait, je l'ai demandé donc sur le Discord à d'autres doctorants qui sont dans d'autres domaines, qui sont en histoire, en littérature, en SHS, en maths, en bio. Il existe très souvent, voire pratiquement tout le temps, des associations, qu'elles soient européennes ou nationales, qui peuvent aider à la mobilité des doctorants. Alors pourquoi ils font ça? En fait, ils veulent vraiment promouvoir l'échange scientifique entre les pays, permettre à des étudiants, par exemple, de se déplacer dans un autre laboratoire si le laboratoire dispose d'un équipement dont l'étudiant a besoin et qu'il n'a pas forcément dans son laboratoire, etc. Ils veulent également, voilà, promouvoir le fait que faire de la recherche, c'est aussi bien d'aller voir ce qui se fait ailleurs, c'est aussi bien de proposer des partenariats, d'avoir l'initiative de proposer un partenariat entre deux laboratoires. Et donc moi personnellement c'est comme ça que tout a commencé. Donc grâce au Young Ceramist Network pour ma part, j'ai pu bénéficier de leur bourse de mobilité. Donc c'était une bourse de 3 mois vu qu'au départ je devais partir que 3 mois. Vous devez remplir un dossier si vous êtes sélectionné. Après voilà, vous avez un montant pour par exemple le loyer, le transport, etc. Mais également pour les facilities, donc c'est tout ce que vous allez utiliser dans le laboratoire étranger, etc. Aussi, très important à savoir, et chose que j'ai appris il n'y a pas longtemps, si votre thèse n'est pas en co-tutelle, vous avez également la possibilité de demander un supplément qui s'appelle le supplément au diplôme doctorat en mobilité internationale. Et donc en fait, c'est quelque chose qui viendra rajouter de la valeur internationale à votre diplôme, même si votre thèse n'était pas de base une thèse, un contrat en co-tutelle. Il y a également 2 dernières sources de financement possibles, enfin que je connais en tout cas, sur lesquelles j'ai fait des recherches. Donc vous avez la possibilité de demander le programme Erasmus+ quand vous êtes doctorant. Donc pareil, sur le Discord des doctorants, il y en a plusieurs qui ont fait appel à ce programme Erasmus+. Et donc selon la destination où vous allez, vous pouvez avoir un montant pour vous aider chaque mois, etc. Il faut se rapprocher auprès de la personne dans votre université qui s'occupe du programme Erasmus et lui saura vous orienter sur les démarches à suivre. C'est pareil, un petit dossier à remplir, etc. C'est pas très long à remplir. Souvent, ils demandent une convention de stage parce que normalement, c'est pour faire voilà, un stage quand vous êtes en études avant le doctorat. Mais pour le programme Erasmus+, voilà, il faut expliquer que c'est un échange, c'est une mobilité, etc. au lieu d'un stage et voilà. Et vous avez également la possibilité de demander une aide régionale. Alors, moi, dans mon cas, la région Rhône-Alpes ne finançait plus les doctorants en mobilité depuis cette année, donc j'ai pas eu le droit. C'est un petit montant, hein, c'est pas grand chose, mais ça coûte rien de se renseigner auprès de votre région. Donc voici toutes les possibilités de bourses que vous pouvez demander. Donc il en existe beaucoup. Peu importe votre contrat, vous pouvez faire appel à ces aides et c'est important de le savoir parce qu'on ne le sait pas toujours et surtout, les directeurs de thèse ne sont pas forcément au courant. Mais voilà, vous avez eu la possibilité de demander tout ça. Donc maintenant on va parler de mon expérience. Accrochez-vous bien. J'ai dû en saouler vraiment plus d'un avec cette histoire. Donc comme je vous l'ai dit, à la base je devais partir en 2e année. Donc je devais partir en... quand est-ce que je devais partir? En avril 2020, je crois. Pendant le premier confinement. Voilà, je devais partir pendant le premier confinement, pendant 3 mois. C'était prévu comme ça parce que je m'étais dit en fin de 2e année, c'est sympa. Je pense que je saurai où je vais aller, je serai efficace, mais je serai pas en 3e année, donc
voilà, ce sera... disons que s'il y a des choses qui marchent pas en Angleterre, bah c'est pas grave parce que de toute façon après j'aurai ma 3e année derrière. Mais donc comme vous savez, nous avons traversé et nous traversons encore une pandémie et donc je n'ai pas pu partir comme initialement prévu en avril 2020. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a repoussé le voyage pour septembre 2020, pensant que septembre, bah, j'aurais une petite fenêtre pour partir, mais en fait on s'est très vite rendu compte après le premier confinement que ça allait être assez compliqué parce que il y avait beaucoup de papiers à faire, beaucoup de démarches à faire et encore à l'époque je ne savais pas dans quoi je m'embarquais, donc voilà, c'était un peu compliqué. Néanmoins moi j'avais en tout cas mon contrat de mobilité avec l'association de céramique. Donc j'avais le contrat, j'avais les fonds qui avaient été... je pouvais débloquer les fonds dès maintenant. Donc je me suis dit, bon, on va quand même espérer pour septembre. Après en septembre, voilà, il y avait le 2e confinement qui approchait, on se sentait pas trop. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet été-là, j'encadrais une stagiaire et donc c'est vrai que j'étais pas concentrée à 100% sur ma thèse. Et en septembre, je me suis dit, bon, avec le confinement, j'ai eu beaucoup de retard, on n'a pas pu retourner au laboratoire tous les jours après le premier confinement. J'avais voilà, beaucoup de choses à rattraper et je me suis dit que c'était peut-être pas le bon moment. Donc on s'est dit, ben ce sera janvier 2021, sachant que j'allais partir en janvier. J'ai fait en sorte de rendre mon appartement, donc avec les préavis, etc., pour décembre, pour être sûre d'être tranquille et que je me retrouve pas avec 2 loyers à payer parce que Londres c'est très cher et donc ça me faisait très peur. Donc voilà, voulant bien faire les choses, je m'y suis prise à l'avance. J'ai rendu mon appartement début décembre et comme ça j'avais pas à m'en faire quoi. Tout s'est accéléré concernant le Brexit fin décembre. Donc j'ai demandé à mes chefs anglais et français s'ils étaient d'accord de prolonger ma venue de 3 à 6 mois. Tout le monde était d'accord et donc voilà, j'ai demandé de rester 6 mois plutôt que 3. Forcément, il me fallait un peu d'argent et là, début décembre, ça a été très compliqué parce que donc j'ai essayé la région, comme je vous l'ai dit, la région Rhône-Alpes m'ont dit non, on finance plus les doctorants, etc. La bourse ED avec l'IDEX de Lyon, donc qui était une bourse assez conséquente parce que typiquement, ça m'aurait permis de payer mon loyer chaque mois ici en Angleterre. Et ben, pour cause de Covid, ils ont décidé de geler l'enveloppe de mobilité début décembre. Donc ça me laissait plus beaucoup d'options, sachant que la bourse que j'ai eue avec l'association de céramique, on ne pouvait pas l'étendre parce que c'était un contrat de 3 mois et on ne peut pas faire plusieurs demandes. Donc voilà, c'est comme ça, c'était que pour 3 mois. Donc là, ça a été un peu la panique parce que je me suis dit, mais comment faire? Alors il se trouve que moi j'ai un financement ANR, donc l'Agence nationale de la recherche, et donc les financements ANR, comment ça marche? En fait, vous avez une enveloppe par projet. Dans cette enveloppe, vous pouvez avoir plusieurs doctorants à différents endroits. Vous avez voilà une enveloppe globale pour tout le projet et donc souvent en fait ce qui se passe c'est que quand des doctorants finissent le projet il reste assez souvent de l'argent sur ce projet parce qu'on n'arrive pas forcément à tout utiliser à part si vous avez acheté une grosse machine ou des trucs comme ça. Et donc ce qu'on a fait c'est qu'on a tout simplement demandé au CNRS donc une avance concernant l'enveloppe, concernant le budget qui restait sur cette enveloppe et en fait c'est ce qui me permet là de payer mon loyer chaque mois parce que sinon j'aurais pas pu partir hein. Mais mi-décembre ce qui s'est passé c'est que suite au Brexit le Royaume-Uni va sortir du programme Erasmus et vu qu'il sort du programme Erasmus, il y a beaucoup de choses qu'ils ne vont plus avoir, il y a beaucoup d'aides qu'ils ne vont plus bénéficier. Donc les frais de scolarité pour le Royaume-Uni, comment vous dire ? Voilà. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que mi-décembre, mes chefs anglais un peu paniqués me disent Mathilde, il y a un problème, peut-être que tu vas devoir payer 10 000 € pour 6 mois. Et moi j'étais en mode bah non en fait c'est pas possible. Donc là ça a été un peu la panique à bord parce que quand ils m'ont annoncé ça, moi je me suis dit bon bah il faut que j'annule tout quoi. Sauf que je n'avais plus d'appartement, enfin bon c'était vraiment le méga stress, je ne savais pas quoi faire. Ça a été très compliqué, ils étaient pas sûrs de ce qui allait se passer et en plus la commission qui allait se réunir pour finalement décider si oui ou non j'allais devoir payer ces frais se réunissait que mi-janvier. Donc je me suis dit, j'ai plus d'appartement depuis décembre, c'est un peu compliqué de faire mes manifs sachant que je suis en 3e année. Et en fait ce qui s'est passé c'est que mi-janvier, heureusement c'est bon, on a appris que je n'allais pas devoir payer ces frais.
En revanche, je pense que pour les prochaines arrivées, donc à tous les étudiants qui voudront étudier maintenant au Royaume-Uni à partir de septembre-octobre, parce que je crois qu'ils sortent du programme d'Erasmus officiellement en octobre, effectivement je pense que là ça va changer par rapport à avant. De toute façon vous ne pourrez plus faire le programme Erasmus comme avant, donc c'est un peu compliqué. Je ne sais pas trop encore ce qu'ils vont mettre en place pour pallier ça. Je ne sais pas trop quelles aides vous allez pouvoir demander en plus si vous avez envie d'étudier au Royaume-Uni. Donc c'est vraiment très compliqué, et en tout cas sachez que là-bas au Royaume-Uni les institutions sont vraiment ils sont vraiment embêtés avec tout ça, parce que c'était vraiment pas le but. Et ce qui fait aussi la renommée de ces grandes écoles, c'est les étudiants étrangers. Hein. Mais bon, donc j'ai attendu jusqu'à mi-janvier pour savoir si oui ou non j'allais partir. Donc autant vous dire que c'était horrible, parce que en fait je savais pas quoi faire, je savais pas si je devais rechercher un appartement à Lyon ou pas, ou attendre, etc. Donc c'était un peu l'incertitude. Et il y a des nouvelles mesures qui sont apparues semaine après semaine. Et en fait, pile le moment où j'étais censée venir, c'était vraiment la cata. Donc c'est à dire qu'actuellement il faut débourser 250 €, voyager au Royaume-Uni pour acheter 2 tests Covid en avance que vous devez faire chez vous. Voilà, vous avez la quarantaine, donc pour l'instant c'est une quarantaine de 10 jours, mais cette quarantaine vous pouvez la passer chez vous seulement, et seulement si vous ne faites pas partie des 33 pays dans la liste rouge. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Moi la France c'est bon, on n'était pas dans la liste rouge, donc heureusement je pouvais déjà être dans mon appartement, mais voilà, c'était très compliqué. Et en fait voilà, vous ne pouvez pas rentrer au Royaume-Uni sans raison valable. Donc raison valable, c'est-à-dire qu'il me fallait beaucoup de papiers concernant l'université, que je venais là en échange. C'est très compliqué, vraiment, je ne vous conseille pas du tout de venir au Royaume-Uni maintenant. Donc ce qui fait que devant tout ce qu'il y avait à faire, au lieu de partir fin janvier, mon départ a été décalé fin février. Et là où j'ai rencontré le plus de problèmes à la fin, alors que je pensais que voilà, j'avais fait le plus dur, donc tous ces mois d'incertitude au niveau des soucis financiers, de comment j'allais faire, de qu'est-ce qui allait se passer, est-ce que j'allais partir ou pas. Le pire dans cette histoire, ça a été mon employeur, donc le CNRS, donc je suis employée par le CNRS. Et il se trouve que le Royaume-Uni ne faisant plus partie de l'Union Européenne depuis le 31 décembre, et ben c'est la galère. Donc le Royaume-Uni est vraiment considéré comme un pays à risque maintenant pour le CNRS. J'ai dû passer des tests médicaux et les papiers sont hyper long à faire, bref, et c'est à cause de ça que j'ai dû décaler mon départ à fin février et finalement être encore plus dans les mesures de Covid. Et je voulais juste rajouter un dernier petit point, parce que bon, au départ je voulais déménager en voiture, forcément c'est la chose la plus facile. En plus si vous partez de Paris, c'est quand même assez près. Et voilà, vu que comme je vous l'ai dit, il faut une raison valable pour arriver au Royaume-Uni, c'était très compliqué. Donc je suis venue en train et j'ai fait le choix d'envoyer mes affaires par DHL. Vous voyez venir, vous la voyez venir là? Voilà, donc DHL, donc comment vous dire, hein, j'étais comme ça encore, hein. Là j'avais plus de reins. DHL m'assurait une livraison en 3 jours, top chrono, etc. Et j'avais payé pour. Maintenant, avec le Brexit, autant vous dire que la douane c'est hyper compliqué. Je voyais sur DHL que mes colis faisaient des douanes différentes, qu'ils étaient vus, recheckés, recheckés, recheckés. Enfin, c'était n'importe quoi. En plus, il a fallu payer des frais de douane alors que c'était des affaires personnelles. Enfin, c'est des affaires personnelles. J'avais fait le choix de mettre dans ma valise tout ce qui était précieux et fragile. Donc, par exemple, mon écran d'ordinateur, mon micro, de la bouffe en avance pour la quarantaine, etc. Sauf que j'avais pas du tout mis d'habits, ni de sous-vêtements. Et mes colis sont arrivés seulement jeudi. Donc la leçon à retirer de tout ça, c'est qu'il faut toujours avoir une petite culotte dans son sac à main, croyez-moi. Vraiment, pire erreur de ma vie. Donc faites attention à ça, vraiment voyager au Royaume-Uni en ce moment c'est très compliqué. J'espère vraiment que ça va être plus facile après, parce que voilà.
En tout cas, je suis très contente de commencer cette mobilité. Je voulais aussi terminer cette vidéo pour vous dire quelques mots sur pourquoi vraiment j'ai souhaité faire cette mobilité personnellement, à titre personnel. Donc il se trouve que le laboratoire dans lequel donc c'est le Center for Advanced Structural Ceramics, et en fait dans ce laboratoire il dispose de la même imprimante 3D que celle que j'utilise à Lyon. Donc c'est surtout pour ça que je me suis rapprochée de ce laboratoire. Et en fait, qu'est-ce que j'avais fait à l'époque, c'est que j'avais fait une summer school dans ce laboratoire pour un peu voir comment ça se passait et tout. J'avais déjà dans la tête de leur demander si c'était possible de faire une mobilité avec eux, et l'environnement m'avait vraiment plu. Et à titre personnel, voilà, c'est vraiment pour un peu me challenger et pour voir comment je peux être... j'ai un peu envie de voilà, sortir de ma zone de confort, me trouver confrontée à une autre langue, même si voilà, j'ai quelques bases en anglais. Bon, j'ai encore beaucoup d'améliorations à faire, et voilà, tout simplement c'était proche, c'était pratique, c'était facile de rentrer en France à l'époque, mais voilà, ça me tenait vraiment à cœur d'avoir cette expérience. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, si c'est quelque chose qui vous fait envie, faites-le, demandez à vos directeurs de thèse, essayez de trouver des laboratoires qui vous intéressent. Vous pouvez le faire, au contraire, profitez du doctorat pour vivre ce genre d'expérience. Vous avez le droit. Faites-le si cela vous intéresse vraiment. Je pense que c'est une superbe expérience. Je vais vous emmener avec moi pendant ces 6 mois et j'espère que ça va bien se passer. Là du coup j'ai mon premier jour vendredi, donc quand je serai sortie de ma quarantaine, et voilà, je vous tournerai certainement quelques plans vendredi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions, à les poser en barre d'infos. Vous pouvez également m'envoyer un mail, me contacter sur mes différents réseaux sociaux. Et j'espère vous voir nombreuses et nombreux pour la première diffusion de l'émission Le Doctorat part en live. Je voulais également vous rappeler que si vous n'êtes pas encore sur notre Discord pour les doctorants, donc on est actuellement plus de 1200 doctorants et doctorantes de tout domaine, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour rejoindre le Discord. J'ai également mis le lien sur ma page Instagram, donc n'hésitez pas. Et puis je vous dis à très bientôt!